Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Bonjour Samila, comment vas-tu? Bonjour Juliette, très bien et toi? Oui, ça va, merci. Je te remercie de faire partie de cet épisode où on va échanger ensemble. Et j'ai une première question à te poser. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors déjà, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Et pour me présenter, alors j'ai 30 ans, je suis mariée, sans enfant, d'origine haïtienne et ça fait 6 mois que j'ai lancé mon activité en tant que consultante en gestion financière. Mais le plus gros projet qui est Farmland, dont on va parler pendant ce podcast, qui me tient à cœur et dont on verra les détails tout du long de l'interview. Super. J'étais tombée sur ton compte et c'est vrai que là, cette phrase la plus haïtienne des Françaises m'avait fait rire, m'avait interpellée, m'avait rendue dans la joie. Et je voulais savoir qu'est-ce que cela signifiait pour toi, qu'est-ce que ça représentait pour toi, et s'il y avait une petite histoire par rapport à cette phrase en particulier. Alors, en vrai, cette phrase m'est venue parce qu'il y avait un ami déjà qui m'avait appelée la plus sénégalaise des Françaises, parce que j'avais énormément aussi la culture africaine, notamment Sénégal et Côte d'Ivoire. Et quand j'ai créé la page Instagram Farmland, je me suis dit, ah ben attends, mais on m'a dit sénégalaise, mais je pense que haïtienne, ça s'y prête encore plus. Et c'est vrai que autour de cette phrase, ça énonce deux choses parce que j'ai appris à grandir avec cette culture française parce qu'en fait, quand je suis née en France, je n'avais pas de papier français. J'étais née haïtienne. Donc, jusqu'à mes 13 ans, j'avais un passeport haïtien. Donc, du coup, c'était un peu compliqué parce que j'ai grandi, je suis née en France, mais à côté de ça, je n'avais pas les papiers français. Et puis, à la maison, on avait toute la culture haïtienne. Et je me suis dit, bon, allez, ça va être la signature. Je trouve que ça correspond très bien parce que quand je vais voir ma famille, je dis que je suis française, mais quand je vais voir d'autres personnes, je dis que je suis d'origine haïtienne. Waouh! Et tu dis que tu n'avais pas de papier français lorsque tu es né. C'était dû à un problème administratif ou c'était dû à quoi? Sans rentrer dans les détails, bien évidemment. Oui, bien sûr. Non, en fait, tout simplement, il y avait une loi qui était passée juste avant ma naissance, en 1991, où on avait enlevé le droit du sol. Du coup, comme mes parents n'étaient pas français, j'ai hérité de leur nationalité à eux, et, tout en étant née sur le territoire français. D'accord, waouh. Ok, super. Et est-ce que tu peux, de ton côté, nous raconter comment tu as grandi avec cette double culture, puisque tu es né en France et à la maison, il y avait la culture haïtienne. Comment tu as, déjà, comment tes parents t'ont présenté la culture haïtienne, t'ont éduqué autour de la culture haïtienne et comment toi, en grandissant, tu as grandi avec cette double culture, aussi bien française que haïtienne. Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, de mon côté, ça a été un peu compliqué parce que déjà, très rapidement, en fait, j'ai vu que j'avais les papiers haïtiens puisque depuis toute petite, je voyage avec mes parents pour aller voir ma famille. Donc, je savais qu'il y avait déjà toutes les démarches administratives, de faire des demandes de visa pour aller aux États-Unis, etc. Et ensuite, pourtant, quand j'étais à l'école, je voulais parfois faire un peu comme mes amis français, mais forcément, ils n'ont pas la même culture. Donc, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et puis, en grandissant, c'est vrai que alors j'étais dans une dualité parce qu'à l'école, j'avais l'histoire, de la France qui ne racontait pas la même chose sur Haïti. De mon côté, à la maison, mes parents qui me racontaient la réelle histoire d'Haïti par rapport à la France.
Donc, à un moment donné, je ne sais pas si on peut appeler ça un rejet, mais ça a été compliqué pour moi de choisir la nationalité française, puisque du coup, à 13 ans, j'avais appris à l'école qu'on pouvait faire la demande gratuitement, même avant les 18 ans. Et j'ai voulu garder les deux et on m'a dit que non, c'était pas possible. Donc, je pense que ça a été assez marquant parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je tenais quand même à ma nationalité haïtienne. Et je me suis dit, bon, on verra plus tard en grandissant parce qu'effectivement, pour l'instant, je ne vais pas en Haïti, je n'ai jamais été et c'est en France que je vis. Donc, si c'est pour me faciliter la vie, parce que je vois comment mes parents galèrent par rapport à leurs papiers qui ne sont pas français, et ben autant prendre pour l'instant la nationalité française et puis en grandissant, on verra plus tard. Mais c'est en grandissant que j'ai appris, on va dire, à aimer ma culture française et à réussir à combiner les deux, la culture haïtienne et la culture française. Et toi, si tu avais une définition aujourd'hui de de la culture haïtienne, tu dirais quoi? Si tu avais ta propre définition, te demandais ta propre définition, tu dirais toi? Ma propre définition, bah, je dirais que la culture, haïtienne, elle est déjà est très riche, très variée et de ce que je peux voir, c'est que toute la génération de nos parents, ils sont, j'aime pas dire identiques, mais il y a tellement de codes qu'ils ont tous enregistrés. On a l'impression qu'ils ont le même mode d'emploi et qu'ils réagissent, en tout cas pour, allez, un gros 70-80 de la même façon. Et c'est vrai que du coup, bah, j'arrive à m'y référer. C'est vraiment, culture haïtienne, c'est un repère. C'est vraiment un repère où là, je me dis: «Ah ouais, là, c'est comme à la maison, là, on va me comprendre». Et comme définition, en plus d'être riche, variée, je dirais qu'elle est aussi, généreuse parce qu'elle est que dans le partage, en fait. Ça a toujours été ça, de par mes parents, de par, bah, toutes les autres personnes. Dès qu'ils savent que tu es haïtien, en fait, c'est tout de suite: «Ah, on est frères ou on est sœurs». Et il y a pas de, on cherche pas à savoir si tu as déjà été ou pas. C'est dès que tu es haïtien, bah, tu fais partie de la famille, quoi. Hmm. Et est-ce que, en discutant avec toi, est-ce que tu as quelque chose que tes parents t'ont transmis ou je sais pas, pas forcément une valeur, mais dans le réel, dans le concret, est-ce que tu as quelque chose que tes parents t'ont transmis et que tu es fier, hormis les valeurs, mais d'un point de vue culturel, est-ce que c'est propre à l'alimentation? Je sais pas, c'est une question ouverte. Ouais, bien sûr. Heu, pour moi, je dirais que déjà, je suis fière de ce qu'ils m'ont transmis au niveau de la nourriture. La cuisine, je pense, c'est un gros point et je suis très, très fière de présenter, les différents plats, différentes, alimentations qu'on consomme, en tout cas en Haïti ou en tout cas dans les familles haïtiennes. Et puis après, au-delà de ça, ça va être, vraiment, si ça va rapporter aussi de l'histoire. Vraiment l'histoire, qu'on m'a racontée d'Haïti. Je pense que si mes parents m'avaient pas parlé d'Haïti de cette façon-là, j'aurais pu, comme, beaucoup d'autres personnes qui connaissent pas l'histoire, avoir honte parce que, quand j'étais à l'école, la façon dont on parlait d'Haïti, à part, mettre pauvre à côté et le plus pauvre à côté du pays, ben en fait, ça permet pas d'avoir confiance en soi. En sachant que, je le rappelle, au collège, je n'avais toujours pas les papiers français. Donc pour moi, c'était mon un peu ma bouée et puis, bah, ma bouée, on est en train un peu de la percer. Et donc, c'est vrai que quand mes parents me racontaient l'histoire, j'étais plutôt fière, mais je ne savais pas encore comment l'exprimer, à cet âge-là. Mais c'est vrai que l'histoire et l'alimentation, ça a été les 2 choses dont je suis, le plus fière, dont mes parents m'ont transmis, en dehors après de certaines valeurs. Et quand tu parles de l'histoire, ils te racontaient des faits particuliers ou de manière générale leur connaissance personnelle de ce qu'ils avaient vécu ou pas? Et est-ce qu'ils intégraient aussi leur histoire par rapport à leur parcours? Bah, j'ai eu tout. J'ai eu, leur histoire, la façon dont ils ont, grandi, vécu en Haïti, comment ils ont été à l'école, le choix de leurs études, mais j'ai aussi eu la partie histoire vraiment, histoire de la nation, qui parlait, vraiment de l'indépendance d'Haïti, comment ça s'était fait, comment,
Il y a eu des héros, en fait, en Haïti, dont on ne parle pas absolument pas dans les livres, d'histoire d'école, française. Et là, je me suis dit: «Ah, ben c'est bien, il y a pas que des héros en France ou dans les autres pays d'Europe, en fait. Il y a aussi des héros en Haïti, que ce soit des hommes ou des femmes». Et mon père, je me souviens, enfin jusqu'à présent, hein, dès qu'il y a, une personne, haïtienne qui arrive, à un très haut poste ou qui fait quelque chose d'assez, hors du commun, bah, il m'envoie les articles, quoi, histoire de me dire: «Bah, regarde, il y a un tel qui a fait ça, et il vient d'Haïti», voilà, donc lui, il est fier. Donc c'est vrai que quand il me racontait l'histoire, c'était vraiment, cette histoire-là. Et puis aussi, ma mère m'a raconté également la souffrance qu'ont dû, endurer, les Haïtiens en esclavage. C'est-à-dire qu'avant d'avoir eu cette indépendance, et d'aller la chercher, ils ont vraiment souffert pendant 400 ans. Et je pense que cette souffrance, elle me l'a tellement transmise que je la ressentais presque au moment de ces récits. Waouh! Et pour rester justement sur tes parents, qu'est-ce que tes parents du coup t'ont transmis? Tout à l'heure on a parlé de l'histoire et de la cuisine, mais qu'est-ce qu'ils t'ont transmis du côté des valeurs qui te portent aujourd'hui et qui te permettent d'évoluer en tant qu'individu dans la société? Quelles sont ces valeurs? Alors je dirais la bienveillance. Ça, c'est je pense, c'est un trait de mon caractère. Je pensais que c'était juste on me décrivait souvent: «Oui, Samuel, elle est gentille» et cetera. Mais en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur moi-même, en faisant, pas mal de bilans de compétences, en allant parler aussi à un psychologue, bah, en fait, la bienveillance, ça fait partie de moi. C'est comme ça que je suis, je peux rien y changer. J'aime faire du bien autour de moi, j'aime mettre les gens à l'aise et surtout, leur poser le moins de complications possible. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, évidemment. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que je tiens de ma mère qui, elle est généreuse, mais comme pas possible. Elle a pu parfois être, ou en tout cas, je la ressentais parfois certainement dure pour certaines situations, mais alors, elle a le cœur sur la main, ça, c'est d'ailleurs parfois trop. Maintenant, c'est moi qui lui dis: «Tu es pas obligée d'être aussi généreuse, que ça». Mais c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a toujours transmise depuis que je suis petite. Et puis la deuxième que je ne pensais pas avoir et que là, j'ai pu expérimenter, bah, depuis maintenant 1 an, c'est, la résilience. Vraiment, mes parents, ils ont vécu, tellement de choses, ils ont dû recommencer à zéro leur vie en arrivant ici. Et en fait, ils ont jamais baissé les bras, peu importe la situation, peu importe les obstacles qu'ils, rencontraient, dans la vie. Ils ont toujours fait face aux situations. Ils se sont adaptés, ils sont sortis, un peu plus grandis. Ma mère aime bien me raconter, du coup, des fois, ses témoignages quand elle rencontre, un problème, que ce soit au travail, ou avec une autre personne, dans son entourage, et comment du coup elle s'en sort, derrière ça. Et j'ai pu l'expérimenter, il y a 1 an quand j'ai perdu mon boulot, du coup, à mon travail. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de tes parents? Déjà, est-ce que de du début, dès lors qu'ils ont quitté Haïti, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en métropole, quels ont été leurs parcours, les grandes lignes, et comment toi, tu t'es senti à ces différentes phases lors de ton parcours de vie aussi? Mon père avait fait d'abord une, bourse d'études, avait fait une demande de bourse d'études. C'était soit États-Unis, soit Canada, soit la France. Il a été pris, en France. Donc il est parti en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes 2 parents, quand ils étaient en Haïti, ils avaient déjà fini leurs études, ils travaillaient. Mon père, avait son travail à l'hôpital puisqu'il est dans la médecine. Et ma mère, était, psychologue. Donc quand mon père est parti en France, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe les études qu'on fait à l'étranger, dès lors qu'on ne fait pas partie de l'Union européenne, il faut recommencer ses études à zéro.
on on n'est pas sans savoir que la médecine, c'est minimum 7 ans. Donc mon père avait déjà fait 9 ans d'études, en IT et là, il a dû recommencer à zéro et refaire encore, 8-9 ans pour être, chirurgien. Donc autant dire que ça fait 18 années qu'il a fait à étudier. Donc ça, moi, ça m'a toujours impressionnée. Donc déjà, rien qu'en voyant ça, forcément, moi, les longues études, ça me faisait moins peur parce que quand je voyais que mes parents avaient recommencé à zéro des études aussi longues, je m'étais dit: «Bon, bah, faire 4-5 ans minimum, c'est vraiment rien à côté» et ma mère, pareil, psychologie, c'est, 5 ans d'études, donc elle avait fini son diplôme, elle avait un travail et comme, elle allait se marier, avec mon père, du coup, elle aussi, elle a fait une demande de bourse pour la France qui a été acceptée et elle est venue en France et elle a dû également recommencer, son diplôme de psychologie où elle s'est arrêtée à la, 4e année du coup, puisqu'après elle est tombée enceinte de moi et d'ailleurs, elle n'a jamais pu travailler avec ce diplôme-là parce qu'on lui demandait toujours la dernière année de master. Je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais la dernière année de master en psychologie et bah, c'est là qu'en fait sa résilience est arrivée. C'est-à-dire que, bah, pour trouver du boulot, elle a toqué à toutes les portes. Donc aujourd'hui, elle n'exerce pas son métier, de formation, mais en tout cas, elle travaille grâce à Dieu et elle a toujours réussi à trouver du travail, à faire des formations, du mieux qu'elle pouvait pour justement, s'en sortir. Donc quand je voyais, tout ça à la maison, c'est vrai que, bah, les il y en a beaucoup qui ne savaient pas, quand ils me connaissaient quand j'étais petite parce que voilà: «Ah, «Ton père, il est quoi?» «Bah, il est médecin». Enfin voilà, ça tu réponds comme une enfant. Mais moi, je voyais, à l'extérieur les galères que mes parents avaient, et d'ailleurs, c'est ma mère qui m'a transmis aussi cette passion pour, les budgets puisque, elle a pas fait d'études de finance ni quoi que ce soit, mais elle m'expliquait depuis petite comment elle gérait son budget pour faire les courses, pour faire ceci, que oui, là, elle avait peut-être son salaire, là, elle avait peut-être les allocations parce qu'elle avait, ma sœur et moi, mais il fallait toujours mettre de côté, toujours épargner, toujours faire attention, ne jamais être dans le rouge et d'ailleurs, elle me le dit jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais été dans le rouge, peu importe la somme d'argent qu'elle recevait ou non d'ailleurs, mais elle n'a jamais été dans le rouge. Donc c'est elle qui m'a transmis aussi cet amour pour, l'économie et le le budget et le fait de bien gérer son argent. Chose que je pensais qui était naturelle, chez tout le monde et en grandissant, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas inné et que ce n'était pas forcément quelque chose dont tout le monde parlait. Mais ma mère n'a jamais eu de tabou au niveau de l'argent et du coup, en quelque sorte, elle m'a appris à épargner et à mettre de côté dès mes premiers jobs, dès mes premiers petits boulots. Elle me disait: «Bah, garde un petit peu, tu sais jamais, si tu veux t'acheter telle ou telle chose, au moins, tu pas dans le rouge, quoi». Waouh! Et de par cette histoire, tes parents, ils sont arrivés en métropole, ils ont évolué comme ils pouvaient selon leur bagage. Et après, comment concrètement, dans la vie de tous les jours, tu te l'appropries cette histoire? Tu en fais une fierté et tu en fais une force au quotidien. Ça peut être par rapport à des situations que tu vis, mais comment ça fait écho et ça fait résonance en toi? Connaissant les étapes à travers lesquelles ils sont passés, connaissant leurs sacrifices, connaissant les différents points, comment ça fait écho à travers toi? Alors à travers moi, je dirais que, comment dire ça? Bah, je dirais que en fait, j'ai jamais baissé les bras. C'est-à-dire que dans toutes mes situations, que je postule pour des diplômes, pour des formations, pour des postes, pour des stages, pour des alternances, en fait, j'y allais, vraiment, comme si je l'avais déjà obtenu. Alors le peu de fois où j'avais des refus de postes, et autres et que j'étais un peu triste, bah, il y avait toujours ma mère qui me disait: «Mais attends, n'oublie pas», alors après, il faut savoir qu'on est une famille aussi très croyante, mais elle me disait aussi, «Regarde, si là tu as une porte qui se ferme, Dieu va t'ouvrir une autre porte» et c'est vrai que j'ai toujours été très optimiste parce que comment j'ai vu la façon dont mes parents ont rebondi, après tout ce parcours-là, bah
je pouvais pas être, quelqu'un qui se plaint tout le temps, alors que j'ai déjà grandi en France. Certes, je n'avais pas au départ les papiers français, mais j'ai eu la chance de les demander à l'âge de 13 ans, ce qui aurait peut-être été plus compliqué à 18 ans si, encore une fois, une loi était arrivée. Et du coup, bah, je prenais toutes les opportunités que j'avais pour concrétiser, en fait, mes objectifs. Donc, je suis rarement une personne qui se plaint. Si je me commence à me plaindre d'un boulot, admettons quand j'ai commencé à travailler, après mes études ou pendant mon alternance, bah, en fait, je me disais: «Bah, on va arrêter de se plaindre et on va changer, tout simplement. On ne va pas se plaindre, on ne va pas subir la situation, on va changer». Et ça me faisait pas peur. Je sais que dans mon entourage, j'avais quand même pas mal de personnes qui me disaient: «Ah, ça te fait pas peur de changer de poste? On ne sait jamais si tu te retrouves pas? Ça te fait pas peur d'aller à l'université? On est un peu lâché dans la nature?» Et en fait, pas du tout. Moi, je comprenais même pas, en fait, les peurs qu'ils avaient parce que moi, bah, je pense que l'histoire de mes parents, je me disais: «Bah, si eux, ils ont pu le faire avec tous les obstacles qu'ils avaient en travers de leur route, bah, c'est pas moi qui ne vais pas réussir, en fait». Donc en plus d'avoir la foi, enfin, j'avais vraiment ces modèles-là où je me disais: «Bon, bah, on y va, ça nous plaît pas, on change. Bon, bah, OK, là, on a eu un refus, bah, on continue de postuler, on se décourage pas jusqu'à ce qu'il y ait une porte qui s'ouvre», en fait, vraiment. Waouh, franchement, ça fait écho aussi parce que mes parents sont nés en Haïti et j'imagine totalement les différentes phases, les différentes étapes. Et je trouve que c'est une force c'est vrai que des fois, dans le monde en général, je trouve que le mot résilience est devenu tellement à la mode qu'on oublie qu'avant, il y avait des personnes qui ont fait face à cette résilience et que c'est pas un mot à la mode en fait, c'est un mot à la mode pour certaines parties du monde, ok, à la rigueur, mais il y a des personnes qui ont fait face à une résilience bien avant que ça soit sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez et je trouve que je me suis retrouvée dans ce que tu disais par rapport au fait de continuer d'être optimiste malgré les obstacles qu'on peut avoir sur son chemin. Il y a d'autres choses qui font écho, ça, où il y a, dont tu voudrais partager, que tu voudrais partager? Non, principalement, c'était ça et peut-être juste, bah, effectivement, parce je trouve qu'il y a comme enfin, j'ai eu 2 périodes où, bah, la période où j'étais chez mes parents, voilà, jeune fille, enfant, adolescente, où j'ai vécu, on va dire, ma vie à postuler, à essayer d'avancer selon mes objectifs et j'avais cette histoire-là de mes parents, qui était en moi. Je pense que même inconsciemment, tu vois? Des fois, c'est même en te parlant là que je réalise, comment effectivement j'ai fait ce parcours-là. Et puis, il y a eu la deuxième phase, bah, du coup, qui était l'année dernière, tout simplement, où là, déjà, bah, j'étais mariée, je suis plus sous le toit de mes parents. Donc là, c'est vraiment, je suis toute seule, je m'assume, «toute seule» entre guillemets, évidemment. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai vécu, la fin de mon contrat de travail, j'avais plus maman et papa à qui me confier comme à l'époque où, je me disais: «Bah, de toute façon, j'ai un toit». Là, j'ai des responsabilités. En plus, on venait de se marier, donc autant te dire que c'était pas le moment de perdre un salaire et c'est vrai que là, en fait, j'ai vraiment dû faire face à moi-même et face comment dire ça? À un obstacle où j'avais, presque pas de backup, en fait, derrière. C'est là où je me suis dit: «Là, je le considère encore plus comme un échec» parce que avant, même si j'avais des échecs, j'étais encore chez papa, maman, c'est pas grave. Là, je suis chez moi avec mon mari, il y a un échec, comment j'y fais face? Et c'est là où j'ai dû, vraiment, ça a pas été facile, ça a pris quand même 2 voire 3 mois avant que, j'accepte, le fait de perdre mon travail et une fois que j'avais accepté cette idée-là et ben, ça y est. En fait, je me suis dit: «Bon, bah, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Voilà, tout de suite, ça a été, voilà, ça a été un long travail. Mon mari m'a soutenue énormément. Il m'a rassurée
Et j'en avais besoin et je me suis dit, bon, bah ok, ça y est, maintenant tu es face à toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Donc, t'es lancée, vas-y, fais ce que tu fais comme d'habitude, sauf que là, vraiment toute seule, et fais ce que tu fais de mieux. Waouh, waouh, c'est vraiment inspirant ton partage. L'histoire de tes parents a, comment dire, heureusement que tu as eu ces valeurs au sein de ta famille, de rebondir, de ne pas lâcher, de résilience, comme on parlait tout à l'heure, parce que ça fait écho à l'événement que tu pu vivre et que tu as pu surpasser du coup. Exactement, exactement. Ouais, je pense que si j'avais pas eu ces valeurs-là, bah, je sais pas, peut-être que j'aurais passé plus de temps à ruminer et autres. Mais, mais en tout cas, moi, ça m'a pris, allez, 2-3 mois avant que je me dise, «C'est bon, j'accepte la décision et on va de l'avant, en fait. On va de l'avant». Et ce qui est bien, c'est que euh, lorsque tu t'es dit, ok, tu vas de l'avant, est-ce que des fois tu penses à regarder en arrière en te disant, bon, machin, peut-être ou peut-être pas, ou est-ce que tu es véritablement lancé et que tu es lancé et que personne ne peut t'arrêter, entre guillemets? Ouais, moi, je suis quelqu'un, une fois que je suis passée à autre chose, je fonce, en fait. Je regarde même plus, derrière moi, sauf si c'est pour prendre, je sais pas, du positif. Mais en vrai, une fois que je suis lancée, c'est compliqué pour revenir sur ma décision, hein, parce qu'une fois que je suis lancée, ça veut dire que j'ai bien pesé le pour et le contre et qu'en fait, là, je me dis: «En fait, c'est la bonne chose à faire et je vais le faire». Même si ça réussit pas tout de suite ou je me prends un mur. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai besoin de le faire pour, voir si vraiment ce dont à quoi je pense, c'est la bonne direction. Si c'est pas la bonne direction, bah, je me prends le mur et je prends une autre direction. Mais en tout cas, je retourne pas en arrière. D'accord. Ben, du coup, je pense que ça fait une très belle transition pour nous parler pour nous parler de ton projet parce que tu nous as parlé des différentes étapes et du cheminement que tu as pu passer. Et maintenant, tu es lancé sur un nouveau projet en lien avec Haïti. Est-ce que tu peux le présenter? Est-ce que tu peux présenter ce projet qui te tient à cœur? Ouais, vraiment. Mais alors, ce projet, alors, j'ai un peu commencé sur ma page Instagram à me livrer à cœur ouvert. On mettra en description de du podcast le lien vers ta page Instagram. D'accord. Ouais, voilà, comme ça, vous pourrez aussi lire les différentes étapes, dans les grandes lignes ou pas d'ailleurs. En fait, quand j'étais plus petite, à l'âge de 10 ans, j'avais fait un rêve, que j'avais raconté à ma mère, en me levant, en sachant qu'en général, les rêves, je ne m'en souviens jamais, comme beaucoup de personnes, ou pas d'ailleurs, parce que mon mari se souvient, toujours de ses rêves. Je ne sais pas comment il fait, mais moi, je m'en souviens jamais. Et j'avais fait un rêve et ce rêve, je m'en souvenais et je l'ai raconté à ma mère. Un rêve qui n'avait rien à voir avec, ni Haïti, ni, l'agriculture, mais vraiment c'était, je crois que j'étais petite, je voyais des gens qui étaient tristes, qui étaient malheureux dans la rue et j'ai commencé à leur distribuer un livret ou une bible, comme ça et en fait, dès qu'ils recevaient ce livre, ils étaient, transformés. Ils étaient heureux, ils étaient contents, ils me remerciaient énormément et ma mère je lui ai raconté ce rêve et elle s'est dit: «Ah ouais, bah, ma fille», enfin elle a toujours gardé ce rêve dans sa tête. Elle s'est dit: «Bah, ma fille va peut-être faire des grandes choses ou en tout cas peut-être que Dieu lui a parlé à travers ce rêve». On ne sait pas. Plus tard, en grandissant, ma mère un jour m'a raconté ce rêve-là et je lui dis: «Ah oui, oui, c'est vrai que ça me parle, ce rêve dont tu m'énonces» parce qu'effectivement, j'en ai le souvenir. C'est rare quand même de se souvenir d'un rêve, des années plus tard. Parce qu'elle aurait pu me le raconter et lui dire: «Bah non, je ne me rappelle plus». Mais là, je m'en souviens concrètement et je lui dis: «Effectivement» et c'est resté un peu dans un coin de ma tête et je me suis dit: «Peut-être que j'aurai un impact, quelque part, je ne sais pas où, mais quelque part, je ne sais pas encore comment, ni quoi, ni, de quelle manière»
Et voilà, ça reste un peu dans ton inconscient, dans un coin de ta tête. Entre-temps, moi, je grandis. Je vois aussi la dualité, ce que je disais au début par rapport à mes origines, la façon dont on parle d'Haïti dans les livres d'histoire, la façon dont on parle d'Haïti euh, dans la presse, exactement, dans les médias, notamment le tremblement de terre de 2012, où bah, là, j'étais au collège et c'est un ami qui m'avait envoyé un petit texto pour me dire «Ah, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé en Haïti?» Et bah, ça s'était passé, bah, du coup, mais il y avait 6 heures de décalage. Moi, c'était le moment où j'allais à l'école. Et donc, toute la journée, ça m'interpellait. Et quand je suis rentrée le soir, évidemment, on avait toute notre famille au téléphone. Et ça m'avait énormément attristée parce que je me disais, ils étaient déjà pas sur une pente qui arrivait à remonter très facilement. Là, le tremblement de terre qui vient encore tout balayer à nouveau. Ça va être compliqué pour qu'ils se relèvent de ça. Moi, grâce à Dieu, j'ai pas beaucoup de familles qui ont été impactées, mais j'en connais autour de moi des amis de mes parents, des cousins et autres qui ont été pas mal impactés. Donc c'est quand même resté et entre-temps, bah, c'est la période où tu apprends effectivement bah, toute l'histoire française sur la colonisation que j'ai gardée en fait jusqu'au lycée. Et en fait, ça me révoltait quand même de ne pas avoir la vraie version de l'histoire. Et je me disais: «Il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse un truc». Entre-temps, je ne sais plus à quel âge, j'ai sûrement avant ma vingtaine, j'avais regardé un documentaire avec mes parents où ils parlaient justement, d'Haïti, où justement il y avait pas mal d'associations qui venaient, des ONG qui venaient soi-disant pour aider Haïti. Et en réalité, quand on interrogeait les Haïtiens disaient: «Mais en fait, l'aide, déjà, on n'en bénéficie pas et quand soi-disant on en bénéficie pas mal parce que toutes ces grandes personnes, toutes ces ONG ne nous demandent même pas ce dont on a besoin». Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Je me suis dit: «Alors ça veut dire que moi, j'envoie mon argent et en réalité, les Haïtiens sur place n'en bénéficient pas. Certes, on leur construit des maisons de fortune, mais en fait, c'est pas de ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de relancer l'économie, ils ont besoin de soins». Enfin voilà, la personne expliquait ça à la télévision et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pas la solution, d'avoir des ONG là, ça fait béquille et en plus, c'est une béquille bancale». Donc ça aide pas du tout le pays et là, on était quand même à 6-7 ans après le tremblement de terre. Donc je me suis dit: «Au bout de 7 ans, tous les fonds qui ont été envoyés, ça n'aide toujours pas, c'est qu'il y a un problème». Aux États-Unis, il y a des ouragans tous les ans et ils ne sont pas dans l'état dont Haïti, en fait, se porte. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Donc j'obtiens mon bac, je fais mes années d'études à la fac où je vais dans une filière un peu générale parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Arrivée en deuxième année, je découvre un peu les métiers de la finance, du droit, de la fiscalité, de la gestion budgétaire, de trésorerie, de contrôle de gestion notamment. Et je me rappellerai très bien parce que en fait, je regarde mes résultats, c'était le jour où je regardais mes résultats d'examen. C'est une année où j'ai échoué. J'avais un peu, voilà, fait tout ce que je voulais sauf aller en cours. Donc, je regarde mes résultats et les seules matières où je vois que j'ai des bonnes notes, c'est uniquement tout ce qui est finance, fiscalité, gestion de budget, trésorerie, voilà. Enfin, voilà, vraiment purement finance. Je me dis: «Ah tiens, il y a quelque chose en fait». Bon, je vais voir un professeur qui nous parle de certains métiers, notamment du métier de contrôleur de gestion que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Donc là, je te parle, on est dans les années 2010, 11, 12, 13. Voilà, ouais, 13, 14 même. On est dans les années 2014. Et je me dis, ah, c'est intéressant. Voilà. Et plus on fait la matière, et plus je me dis, mais en fait, c'est ça. Il faut que les gens apprennent à gérer leur entreprise. Parce que ça avait l'air tellement fluide dans les exercices, tellement fluide dans les cours. Je me suis dit, ah, mais ça serait pas mal. Et là, ça m'a frappée. Je me suis dit, ben, pourquoi je ne créerais pas une école pour les Haïtiens au niveau bac+3, bac+4, où en fait, ils rentreraient dans l'école, on leur apprend le management, la gestion, et ensuite, ils sortent de mon école et ils vont dans les entreprises. Et voilà, ils arrivent à redresser, on peut dire, la barre. Ça, c'était naïvement, voilà,
à cette période-là de mes années universitaires. Et puis j'étais sérieuse, hein. Je te dis, quand j'ai une idée, je fonce parce que du coup, j'en ai parlé à mon père qui me dit: «Ah ben c'est très bien». Il me met en relation avec un de ses très bons amis, très bon ami, pardon, qui est agronome. Je lui parle de mon idée, lui aussi, il me dit: «C'est une très bonne idée». Alors après, par contre, il me montre un peu les inconvénients d'avoir une école en Haïti, je passe les détails. Heu, mais voilà, j'avais commencé à faire mes petites recherches, j'avais vu qu'il y avait déjà une organisation qui était un peu dans le même principe que moi. Enfin vraiment, d'ailleurs, je tiens à retrouver ce petit brouillon parce qu'il doit être collector, parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'idée et je me suis dit: «C'est bon, je vais faire ça, en fait». Ça y est, c'était dans ma tête, je me suis dit: «Je vais faire ça, je finis mes études et on va partir sur ça». Donc j'avais commencé les démarches et bon, une année passe, je finis mon diplôme en contrôle de gestion finance. Je trouve un boulot, parce que du coup, j'avais fait en alternance et je me dis: «Bon, il me faudra peut-être 4-5 ans pour me faire la main, vraiment savoir comment on gère une entreprise», parce que voilà, je ne peux pas me lancer comme ça. Heu, donc voilà, je fais mes années de contrôleur de gestion dans différentes boîtes. Dès que ça me plaît plus ou que j'ai déjà fait le tour, je change. Jusqu'à, l'année dernière où en fait, je perds mon travail en sachant que, j'étais plus à fond, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu le covid 2020. 2020, le fait de changer de boîte ou en tout cas de me dire, «Il faudrait peut-être que je fasse un truc un peu plus qui a plus de sens pour moi», me traversait déjà l'esprit. Sauf que 2020, c'est aussi l'année où j'avais intégré cette fameuse nouvelle boîte. Donc je me suis dit: «Bon, je me laisse 1 an ou 2 et au bout d'1 an ou 2, on verra, l'expérience que j'avais prise». Parce que j'avais un objectif bien précis. Et c'est pour ça que j'avais changé de mes anciennes boîtes, voilà. Là aussi, la particularité que j'ai, c'est que quand je rentre dans une boîte, si je vois que ça me correspond, je me mets, on va dire un timer et je sais qu'une fois le timer arrivé, je prends une décision, je reste ou je pars. Donc à chaque fois, ça a fonctionné comme ça. Celle-là, bizarrement, j'avais mis un timer long, mais j'avais un peu hésité. J'étais pas très sûre de moi, au niveau de cette boîte. Le covid est passé par là et je me suis dit: «Bon, faire des chiffres, pour des boîtes qui sont même pas à moi, où je sais même pas quelle est la valeur, en fait, ajoutée que j'apporte, ça me correspond plus trop, mais comme j'ai besoin d'apprendre un peu plus, bon allez, je me laisse encore 1 an et demi, 2 ans». Bah, finalement, ça a été 2 ans et demi et c'est eux qui ont pris la décision, qui a été quand même, difficile parce que cette fois, c'est pas moi qui ai choisi, en fait. Ça voilà, c'est pas moi qui ai choisi, donc là, j'étais en mode: «Bon, bah, maintenant, on me met dos au mur, qu'est-ce que je fais?» Voilà, le processus a été, 3 mois de réflexion, de leur part, de ma part et puis, je me suis dit: «Bon, allez, j'accepte la rupture conventionnelle» et j'osais quand même pas en reprendre, mon projet d'IT. J'ai fait un petit bilan de compétences, j'en ai parlé à ma conseillère, à ce moment-là et cette fameuse conseillère, elle commence à me dire: «Mais si, 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 allez-y, si c'est votre rêve, allez-y, allez-y, allez-y à fond». Je me dis: «Bon, bah, c'est pas un rêve, commun comme, tout le monde pourrait avoir, là, c'est même plus de 360 degrés qu'on fait, c'est, le double». Donc, elle me lance, elle m'encourage, elle me dit et puis au fur et à mesure des séances avec elle, elle me dit: «Mais si, mais en tout cas, la façon dont vous en parlez, on sent que vous êtes passionné, enfin, je vois le changement en fait, dès que vous parlez d'IT, il y a quelque chose qui se passe». Je me dis: «Bon, bah, allez, je vais suivre mon instinct, je vais suivre aussi son instinct à elle et je vais me lancer». Donc, je me suis dit: «OK, je pars sur ce projet-là». Je commence à faire appel à une autre consultante qui m'aide, en fait, à mettre un plan d'action en place parce que, du coup, le projet, était encore flou. C'est-à-dire qu'avec ma conseillère en bilan de compétences, c'était: «Je veux avoir un impact en IT». Je ne sais pas encore de quelle façon, mais aujourd'hui, les compétences que j'ai, c'est de la gestion, c'est du contrôle de gestion, c'est de la finance.
qu'est-ce que je peux faire? Et donc l'idée, c'était d'aller un peu frapper à toutes les portes, des personnes qui ont déjà mis les pieds en Haïti ou qui sont haïtiens et de leur proposer mon aide, que ce soit en termes, d'association et cetera. Mais j'avais toujours ma petite idée de vouloir quand même créer, quelque chose à moi, même si je prenais, un peu d'expérience avec les autres, ce qui n'est pas plus mal. Et au fur et à mesure, bon, je trouve pas beaucoup de portes parce que, malheureusement, les informations qui concernent Haïti sont soit obsolètes, soit, on a toujours la même presse, les mêmes médias, donc ça a été assez compliqué. Mais je me décourageais pas. En fait, j'avais un objectif, je me suis dit: «Il faut que j'y arrive». Je repense à cette consultante, dont une connaissance m'avait, parlé ou avait fait la promotion sur les réseaux sociaux et je me dis: «Bah, tiens, écoute, ça coûte rien, je vais l'appeler et on verra ce que ça donnera». Donc je l'appelle et elle est encore plus enthousiaste que moi. Je me dis: «Bon». Du coup, je suis pas en train de je suis pas en train de vendre, quelque chose au vent, ça a l'air de parler à tout un chacun, donc tant mieux. Donc on fait une première séance ensemble et elle a encore plus d'idées que moi. C'est-à-dire que quand je dis: «Elle a encore plus d'idées que moi», c'est qu'elle arrive à éclaircir tout ce dont je voulais mettre en place et alors par contre l'idée de ferme, comment je l'ai trouvée? Je pense que je lui ai seulement dit que je voulais quelque chose en rapport avec l'agriculture et la matière première parce que je sais qu'en Haïti, c'est la première richesse du pays. Donc je voulais pas partir dans quelque chose de trop technologique et qui fasse vraiment purement français. Je veux vraiment prendre quelque chose qui correspond aussi au peuple haïtien, qui puisse leur parler. Donc les terres, c'est vraiment, je pense que c'est la ressource numéro un, même si, tout le monde, n'en tire pas profit encore. Mais je me suis dit: «Moi, je veux rester proche du peuple, donc allez, je veux que ce soit dans l'agriculture, matières premières et cetera» et cette fameuse, consultante m'a vraiment aiguillée. Elle m'a créé un plan d'action, où aller chercher et cetera et donc le projet serait de faire une ferme pédagogique où je formerais des jeunes Haïtiens. Pour l'instant, le profil, c'est vraiment les jeunes Haïtiens qui ont déjà quand même obtenu leur bac, donc et donc du coup des majeurs. Après, on verra pour les mineurs, mais en tout cas pour l'instant, l'objectif, c'est vraiment de cibler les Haïtiens majeurs, qui ont déjà leur bac. Après, peu importe leur niveau d'études, ils viendraient sur cette ferme où il y aurait une personne qui leur apprendrait, la permaculture ou en tout cas une technique agricole qui soit vraiment préservatrice de l'environnement et qui devienne rentable. Et les produits de cette ferme seraient vendus sur une boutique qui serait sur place. Donc du coup, les clients de cette boutique, ça peut être, toutes les personnes aux alentours, les restaurateurs, les hôtels, enfin tous ceux qui ont besoin d'avoir, justement des fruits et légumes, à disposition, sans avoir besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour s'en procurer. Et dans la formation, elle inclurait du coup la formation agricole. Ceux qui ne sont pas intéressés par la formation agricole pourraient faire aussi, une formation, en commerce, parce que du coup, il y aurait une boutique à gérer, une formation en logistique, parce que logistique aussi, c'est toute une autre partie en backup qu'on ne visualise pas, mais qui est tout aussi importante. Et puis, exactement et puis aussi combiner pour faire une formation en entrepreneuriat, voilà, qui serait mise en place parce que du coup, je pars du principe que ce projet-là est vraiment un projet d'entrepreneuriat et puis à terme, si la ferme, fonctionne bien, qu'on a bien de rendement, qu'on arrive à avoir, des élèves, de manière régulière, l'idée serait de créer, comme un écolodge où, on ferait de l'agrotourisme et les personnes viendraient dormir sur place, se détendre, découvrir, la nourriture haïtienne avec les fruits et légumes qui seraient produits dans ce fameux jardin ou dans cette fameuse, ferme. Tu nous fais rêver là, tu nous fais rêver là. Il faut parce que moi j'en rêve, hein. Donc du coup, voilà et puis il y aurait, un partenariat avec des guides touristiques, qui feraient, visiter, du coup les alentours, d'Haïti ou les lieux, emblématiques avec, un chauffeur, voilà. Donc du coup, ça serait vraiment création d'emplois, à gogo. Mais le plus important, c'est que quand les élèves arrivent dans cette ferme-là, qu'ils puissent repartir avec du coup cette, formation et qu'ils puissent, s'ils ont un bout de terrain chez eux, ils reproduisent exactement la même chose
Et ils pourraient vendre leurs fruits et légumes, en même temps subvenir à leurs besoins parce que du coup, ils auraient à disposition des fruits et légumes sur place. Et du coup, ça créerait de l'économie. Je réfléchis encore à un moyen de comment ils pourraient avoir accès au terrain ou légaliser, mais voilà, ça, c'est des choses qui se mettent en place, je pense, au fur et à mesure, mais l'idée du projet serait là et ma ferme serait vraiment un projet pilote. Donc, je montre comment faire et ensuite je vous lance. Et surtout, ça serait un incubateur parce que ça créerait de l'emploi au niveau social, économique. Et voilà, il y a encore pas mal de projets parce que si la ferme pouvait accueillir aussi des séminaires, des classes d'école pour visiter, un peu voir comment ça se passe, faire des expositions, faire des événements culturels tout au long de l'année selon les dates, comme la fête du drapeau haïtien, faire aussi un festival de musique et autres, on pourrait mettre effectivement la ferme à disposition pour que, ils puissent effectuer ce genre d'événements, dans cet espace-là. Donc en plus d'être un projet pilote économique, ça serait aussi un lieu de vie sociale, et de rencontres, entre tous. Voilà. Du coup, tu nous as, ça fait rêver déjà. Et waouh, je trouve que c'est un très beau projet qui fait intervenir différents domaines, différentes sphères. Et je trouve que ça fait sens avec ce qu'on a évoqué en début du podcast sur cette valeur de partage propre aux Haïtiens, cette valeur qui est vraiment chère à ce peuple. Et j'aimerais savoir, ben, du coup, bien que tu ne puisses pas nous donner peut-être des dates pour l'instant, mais on va attendre jusqu'à quand? Ou sinon, oui, on va attendre jusqu'à quand parce que ça nous, je sais pas, ne serait-ce que pour te suivre déjà sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous dire, donner le nom du compte Instagram ou si tu as d'autres réseaux sociaux? Alors pour l'instant, c'est la page Instagram Farmland, Farmland, X pour le foie et Haïti tout simplement. Tout est collé. Pour l'instant, je communique essentiellement sur cette page-là. À terme, il y aura un site internet que j'annoncerai aussi, sur cette page. Là, dans les grandes lignes, si on fait une frise chronologique, ce serait, donc là, vous aurez une petite exclue parce que l'idée serait de faire, un petit lancement pour annoncer le nom du projet, et les différentes, étapes qui vont suivre. Un voyage en Haïti est prévu dès que c'est possible. Et puis, l'objectif serait de démarrer, vraiment, mi-2024, si Dieu veut, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place, que moi je dois aussi sécuriser, que je dois vérifier et comme déjà pour l'instant enfin ça n'est pas recommandé, d'aller, en Haïti pour les raisons, si vous connaissez pas, voilà, la situation, actuelle n'est pas, au beau fixe. Mais voilà, c'est prévu en tout cas d'aller, absolument, c'est l'objectif d'y aller de toutes les manières en 2023 et je pense que de ce voyage où je ferai, sûrement un vlog que je posterai sur ma page Instagram, comme ça vous pourrez suivre vraiment toute l'évolution, toutes les étapes, de A à Z et je pense que de ce voyage, je pourrais, être un peu plus précise sur, le déroulement justement de ce projet-là. Voilà. Je trouve que, enfin, comme je t'ai dit, je mettrai le lien en description. Et est-ce que tu as, euh, pas forcément des contacts, mais des projets qui t'inspirent au quotidien pour pouvoir aussi nourrir le tien? Bien sûr. Alors, du coup, de ce projet qui est un peu sorti de ma tête, il y a quelques personnes qui m'ont dit: «Ah, mais tu fais la même chose que, monsieur, Thion Niang, qui est sénégalais» et en fait, quand j'ai vu ce projet-là, je me suis dit: «Allez, go, tu peux plus reculer», il est vraiment un modèle. En plus, il fait des stages donc oui, il a écrit 2 livres d'ailleurs. Il a écrit, 2 livres. J'avoue que je les ai pas encore lus parce que voilà, c'est beaucoup d'informations à emmagasiner déjà rien que pour Haïti. Mais déjà lui, c'est un des modèles que je suis en premier parce que, c'est la première personne dont on me parle dès que je parle de mon projet. Donc l'idée déjà, ce serait d'aller faire un stage chez lui. Donc je documenterai ça aussi sur ma page Instagram.
Et après, j'avais aussi, je cherchais, partout, 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 la même chose en Haïti. Je me suis dit: «C'est pas possible, il peut pas y avoir que de projets comme ça en Afrique, il doit y en avoir dans les Caraïbes et autres». Alors j'ai fini par en trouver un et c'était une victoire. Là, j'étais vraiment heureuse parce que je me suis dit: «Enfin». Et donc c'est un jeune homme qui s'appelle, Sydney, je crois qu'il a la trentaine et sa page Instagram, c'est Ground in Haiti, donc grandi en Haïti. Et je connais pas bien son histoire parce qu'il documente pas beaucoup, mais il me semble qu'il a grandi aux États-Unis, puis ensuite qu'il est revenu en Haïti et là, en fait, il a une ferme où, il aimerait justement combattre, tout ce qui est déforestation et il veut, replanter en gros, des arbres, bien dire tout ce qui est, pousser tout ce qui est fruits et légumes. Voilà, donc il documente un petit peu. J'ai eu, la chance de pouvoir communiquer avec lui, par mail et pareil, il a bien accepté, que je vienne faire un stage chez lui, donc j'ai hâte parce qu'il est à Jacmel. Donc j'ai hâte d'aller, là-bas pour faire ce fameux stage et puis, il y a une association, haïtienne, qui d'ailleurs, est en France, qui s'appelle Haïti Futur, qui m'a parlé, d'une, ferme également qui fait la même chose et qui aurait dû se faire en Haïti et pour des raisons, administratives ou autres, n'a pas pu se faire en Haïti. Du coup, ils ont été le faire au Bénin, et qui s'appelle le Centre Songhai. Donc eux, j'ai vu qu'ils postent pas beaucoup, mais ils ont un site internet. Donc si tu veux, on mettra en description ces différents, modèles, de ferme. Exactement et je crois qu'eux aussi font des stages. Donc voilà, donc là, le goal de 2023-2024, c'est d'aller un peu partout, faire, toutes ces fermes pour un peu voir comment ça se fait, comment ils ont vraiment leur poser toutes les questions, quels sont les obstacles, les inconvénients, les avantages et cetera. Parce que, bah, venant déjà de la ville, d'Europe, du monde de la finance, je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe en agriculture. Donc c'est vraiment un monde tout nouveau, mais que j'ai hâte en fait, de découvrir par curiosité vraiment parce que c'est un peu le cœur de mon projet et même si c'est pas moi qui vais faire toutes ces formations, dans mon projet, j'aime bien savoir aussi ce que je propose comme service, comme offre. Je trouve ça toujours intéressant et du coup, voilà, ce serait l'objectif d'aller découvrir tout ça par moi-même avant de pouvoir, proposer ça à d'autres personnes. Waouh! Alors, en tout cas, on t'encourage tous on a hâte d'avoir des nouvelles au fur et à mesure du projet et je pense que on a hâte, bah oui, de voir ce que tu vas documenter, les avancées, les voyages et je pense que ben, quand ce sera officiel, on se fera un plaisir de le partager, de le relayer, de faire ce qu'il faudra pour. Et donc, du coup, on arrive presque à la fin de notre temps. Il y avait une question bonus, je sais pas si tu l'as vue, mais, mais cette question, est la suivante. Imagine que tu es une ambassadrice de la culture haïtienne et que tu as quelques minutes pour la promouvoir. Concrètement, que dirais-tu? Alors franchement, je pensais que j'allais réfléchir longuement et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai une phrase qui fait très publicité mais qui correspond complètement». C'est vraiment, «Il faut le voir pour le croire» et pourtant moi je suis pas et pourtant je ne rentre même pas dans cette case-là parce que j'ai pas encore vu. Mais je pense que ça va être, très émotionnellement parlant, ça va être très, très fort, le jour où je poserai le pied, en Haïti. Parce que, bah, c'est en moi, c'est vraiment, en moi et vraiment si vous voulez découvrir cette culture, et la vivre pleinement, allez-y parce que et je suis persuadée à 150 que vous allez être conquis, en tout cas si vous enlevez vraiment toutes vos barrières, vous allez forcément être conquis en allant découvrir sur place, comment est le pays et non pas derrière nos écrans, de télé. Waouh, waouh. Merci beaucoup, Samuela. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec toi et un échange riche, authentique comme comme on les aime.
Et je te remercie et je te souhaite de belles choses pour la suite de ton projet. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Juliette, en tout cas, pour cette interview. Voilà, ça me permet d'en parler un peu plus à cœur ouvert. Et en fait, plus j'avance et plus je suis convaincue qu'il faut que j'aille dans cette direction. Waouh, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.